Salut à tous, bienvenue dans Ciné Série et compagnie. Au programme, des histoires de famille, de couple, de cœur. Avec Viggo Mortensen, toujours aussi magnétique, qui incarne un père décidé à élever ses enfants loin de la civilisation. Dans le PS I Love You, déclaration à un acteur évidemment, mais aussi à un film qui nous a bouleversés, Captain Fantastic. Pendant des années, elle a incarné la parfaite célibatante new-yorkaise. Sarah Jessica Parker revient sur le petit écran dans Divorce. Madame Esseri va tout vous dire sur ses déboires amoureux. Comment raconter la tentation du djihad, le processus d'embrigadement chez de toutes jeunes filles? Eh bien, réponse avec le nouveau film de Marie Castille-Mention-Char, Le ciel attendra, leçon de mise en scène par une réalisatrice engagée. Jamais, sans doute, notre extra interview n'aura accueilli un tel amoureux du 7e art, Bertrand Tavernier, qui, à l'occasion de la sortie de son voyage à travers le cinéma français, exprime la passion de toute une vie. Mais tout de suite, on commence par une immersion en eau profonde sur les traces du commandant Cousteau. Lambert Wilson incarne avec brio cette figure mythique dans un film qui, au-delà du parcours d'un homme, est aussi une très belle saga familiale. Il est l'élégance incarnée, fluide, dans les mots comme dans les gestes. Lambert Wilson est un acteur en apesanteur. Pas étonnant qu'il se soit senti comme un poisson dans l'eau dans la peau du commandant Cousteau, un être aussi charismatique qu'obsessionnel, dont la vie résonne bien plus qu'on ne pourrait le croire avec celle de Lambert Wilson. Lambert Wilson, il y a 27 ans, vous incarniez l'abbé Pierre, dans l'hiver 54, et là vous avez accepté d'être le commandant Cousteau. Est-ce que le second a été moins effrayant, moins monumental à appréhender ? Non, aussi monumental. En revanche, je me sentais plus juste au niveau de l'âge, par exemple, et même physiquement, parce que là, dans l'Odyssée, je passe de 37 à 70 ans, donc moi, je me situe un petit peu au milieu, alors que pour l'abbé Pierre, j'étais un peu trop jeune pour le faire, et puis j'étais très grand par rapport à l'abbé qui était petit, alors que Cousteau avait cette silhouette un peu longiligne. J'ai un peu le même nez, et je me sentais beaucoup plus fait pour Cousteau, oui. Est-ce que c'était un personnage de votre enfance? Est-ce que vous l'avez d'abord rencontré en tant que personne avant de le rencontrer comme acteur? En fait, il a bercé mon enfance, mais de façon extrêmement régulière et quotidienne. C'était un rendez-vous dominical auquel j'ai assisté en première diffusion. Et j'adorais les commandants Cousteau. C'était comme un grand-père idéal qui fait des trucs rigolos avec une équipe rigolote. Tout ça avait l'air passionnant et surtout accessible. C'est-à-dire, on avait l'impression que ça pouvait nous arriver. Alors en fait, il y a tout ce matériel iconographique, c'est-à-dire les films, les biographies, les photos, les interviews radio, tout ça qu'on digère. Puis à un moment donné, finalement, cette information, on ne sait pas quoi en faire. Ce qui vous permet de vous connecter très rapidement, c'est tout simplement l'exercice de la plongée. C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, on plonge, ce que je n'avais jamais fait avec les bouteilles, et là, on comprend tout. On respire tranquillement, et surtout, vous ne laissez pas l'embout sortir de la bouche, d'accord? Allez, venez. Philippe! Jean-Michel! Allez! Philippe, attends-moi! Je crois, maman. Allez, viens avec moi, Jean-Mi. On va y aller tranquillement, hein? Allez, t'inquiète pas. Allez. Pour moi, c'était pas tellement ce que je voyais qui me plaisait, c'était la sensation corporelle de la pesanteur. Et j'avais toujours envie de rester, d'aller le plus profond possible. Et dès qu'on tournait sous l'eau pour le film, je fuyais. Ils étaient obligés de me rattraper par la palme parce que j'avais envie d'aller découvrir des choses. J'ai adoré ça. En plus, historiquement, dans ma famille, c'est pas rien, puisqu'il se trouve que mon père était connecté au commandant Cousteau, puisqu'il a fait les voix d'une partie des séries. Donc, il y avait une sorte de familiarité, d'autant plus que quand on était petit, on allait nager là où évoluait le commandant Cousteau, c'est-à-dire à Bandol, à Sanary, là où les Cousteau avaient une maison. Je me souviens de la sensation la première fois que j'ai mis la tête sous l'eau. L'immensité, la pureté. Toutes ces années, quand je te regardais avancer comme ça, sûr de toi, bah je t'admirais. Parce que je t'ai tellement admiré, papa.
Il y a plus que des similitudes, je me suis dit c'est incroyable, en fait il fallait vraiment que ce soit Lambert Wilson qui joue le commandant Cousteau, ne serait-ce que sur ces rapports de père et fils, vous avez souvent raconté à quel point vous aviez des relations complexes avec votre père, là vous les jouez de façon inversée, c'est vous le père qui a cette relation à la fois passionnelle et tellement conflictuelle, c'est extrêmement troublant quand même. Je ne m'étais pas attendu du tout à ces liens avec l'histoire des Cousteau, et il se trouve qu'effectivement, comme les deux frères Cousteau, mon frère et moi avions un père célèbre, charismatique, et qui en même temps, Cousteau père et Wilson père, c'était des gens qui pouvaient vous délaisser pendant les années d'études, obsessionnels, donc ils ne pensaient qu'à leur truc, ils étaient obsédés par leur propre curiosité. Tu vas pouvoir raconter une belle histoire, bien bidon, bien mégalo comme thème, hein. Le commandant Cousteau et son équipage se lient d'amitié avec des animaux sauvages, mais c'est super, c'est génial, bravo. C'est les claveries, ça. Et aussi des pères qui, une fois que les rejetons entraient dans le domaine familial paternel de l'activité plongée pour Cousteau au théâtre pour Wilson, considéraient l'arrivée du rejeton comme une éventuelle menace. Il fallait que ça passe par leur vision de l'activité, et puis après ça devenait une lutte. Mais je pense que ce sont des pères qui nous ont donné l'essentiel. Et je crois que l'essentiel, c'est la capacité à observer la beauté du monde. Le commandant Cousteau, c'était un merveilleux leader. Est-ce qu'un acteur peut être leader, ou c'est le rôle du réalisateur? Les acteurs ne sont pas toujours des grands patrons qui vont initier des projets. Je pense qu'il y a 90% des acteurs qui se laissent traîner, comme les poissons dans un filet, quoi, qui sont dans une passivité. Mais vous alors? Je suis fier des choses que j'ai inventées, que personne d'autre n'avait suggérées. En tant qu'acteur, les interprétations, je trouve ça pas mal quand c'est réussi, mais c'est pas ça qui me motive le plus. Ce qui me motive le plus, par exemple, en ce moment, je monte un journal de bord sur le tournage de l'Odyssée. Je fais un 52 minutes sur. J'avais une petite caméra vidéo, je filmais tous les jours, les acteurs se méfiaient plus. Je serais sans doute presque plus fier de mon film que de mon interprétation de Cousteau. Essuyez vos semelles, s'il vous plaît. Elles sont pleines de graisse. Le commandant Cousteau, il voulait laisser son empreinte et il a parfaitement réussi à le faire. Est-ce qu'en tant qu'acteur, on a envie de laisser une empreinte? Alors, c'est vrai que quand on est acteur, on se dit que les interprétations pèsent très peu. Et que beaucoup vous diront, mais c'est quand même une empreinte qui sera accessible peut-être pendant des milliers d'années. Ça pèse pas grand-chose pour moi. Je pense que l'empreinte, c'est de rendre compte du monde dans lequel on vit, comment on pourrait le changer, comment on pourrait l'améliorer. C'est ces choses-là pour moi qui comptent. Je me dis toujours, quand je regarde les foules, quand je suis en scooter dans Paris, je me dis, cette personne-là qui a l'air si banale, on pourrait dire, c'est quoi? C'est de la chair à canon, c'est rien, c'est un petit humain de plus. Et si je fais un zoom sur cette personne-là, sa vie est passionnante. Et elle va exprimer toute la problématique de l'humanité. Et ça me garde vivant. Cher Lambert Wilson, je voudrais vous proposer d'écrire sur ce clap qui est tout sale le mot de la fin. Un mot que vous aimez, un mot qui vous inspire. Ce serait le titre d'un film à ce moment-là. Non, parce que oui, non, enfin, c'est vous êtes clap, libre. Quand même. Ce serait peut-être éventuellement le titre du film que vient de tourner Pierre Ninet. Ça n'a aucun rapport avec rien, mais... Ah mais c'est pas forcé, je me dis c'est votre mot de la fin, donc... C'est comme ça. Alors, à la promesse de l'aube. Voilà, c'est tout, sans commentaire. Cher Viggo Mortensen, dans cette histoire écrite et réalisée par Matt Ross, oui, plus connu pour être acteur de série, mais passé dans la cour des grands auteurs, vous êtes un père exigeant, élevant seul ses 6 enfants dans une forêt au nord-est des États-Unis. Une éducation sans phare et surtout sans école pour faire d'eux de futurs adultes avertis, fêtons chaque année l'anniversaire du philosophe anarchiste Noam Chomsky plutôt que la venue du Père Noël. And I'm not a Trotskyist anymore. I'm a Maoist. Right. I forgot. Sorry.
Un paradis qui vacille quand le destin s'en mêle et qu'il faut se confronter à la vraie vie, celle de la société capitaliste qui les entoure. Right now, this is your first real test. Remember your training. They have hot dogs. What's cola? Poison water. Well, I'm so happy that our family is together. It's all local and organic. How did you kill those chickens? With an axe or a knife? There's a rotisserie chicken, so you buy it it's already dead. Mon cher Vigo, ce film aux nombreux prix, magnifiquement éclairé par Stéphane Fontaine, le directeur de la photographie de Jacques Audiard, est un film indépendant, comme ceux que vous chérissez depuis quelques années, 15 ans après avoir été découvert grâce à la trilogie de Peter Jackson, puis chez David Cronenberg. Car à presque 60 ans, vous assumez de choisir vos rôles avec le cœur. Celui-ci est rare, exigeant et beau, comme vous. Well, for me, it was the story first. Sometimes you have to be honest and say, I think you should find someone else. I'm not the guy. But this one, I thought, okay, I can play this guy. I understand him. I like the idea that it challenges people's ideas about how a family is supposed to work and how children are supposed to be raised. Captain Fantastic, ce titre qu'on croirait écrit pour un énième Avenger, résume bien l'essence du propos. Être parent, c'est héroïque. Et le réalisateur y a forcément mis du sien. Mais de son expérience de petit garçon ou de jeune papa? Truthfully, both. I think the personal is not always the autobiographical, but there's a lot of me in the film. My sense of humor is in the film. I think my politics are in the film. My mother started some alternative living communities in Northern California. Much more of it is aspirational and about being a father. And I had many questions about fatherhood, parenthood in general, that I wanted to ask. And I think films do that well, ask questions. And I put those questions I had about being a father into the form of a narrative. What we created here may be unique in all of human existence. All the way to the top. We created a paradise. What we're doing out here is so incredible. Our kids are amazing. Réaliser un film, c'est donc transmettre. Élever des enfants aussi, c'est transmettre. Mais quoi et à qui? Cette question entre mille autres est posée dans votre film. Quels citoyens sommes-nous? Quelles sont nos valeurs? Au-delà d'une affaire d'éducation, quel est le sens que l'on veut donner à notre vie? Aucune n'y trouvera de réponse, un parti pris assumé. I think film is a fairly poor medium to deliver a message, do you know? That when I watch a movie that's so dogmatic, I feel it's condescending. I prefer films that ask questions and don't necessarily answer them, but provide a wealth of information for me to draw my own conclusion. I like films that are intellectually stimulating and emotionally moving, right? I want to think and reflect on my own life, and I also want to feel something. So if I have an intention, that's my intention for the film. Even if they make it through whatever it is you're doing to them, they're going to be totally unprepared for the real world. And I happen to think the opposite is true. For people who have a very maybe conservative point of view, they might be shocked in the beginning. And they might think at the beginning, so, okay, this is going to be a movie that's completely left-wing, liberal, hippie, crazy, alternative. But it's not, in the end, it's not really that. It's not a movie that's one thing or the other. There is no hero or bad guy on any side. And in the end, you know, each person in their own way realizes that they have to make an adjustment. You have to make a compromise. And I think it takes an effort, personally. You know, I think that you are, bon, je peux le dire en français, hein. On est l'amour qu'on donne et pas l'amour qu'on reçoit. On est ça et ceux qu'on aime. Mais oui, l'amour et le temps passé avec ses enfants, voilà ce qui compte, mon cher Vigo. Ceux qui ont joué les vôtres ont dû apprendre à chasser pour de vrai, escalader la roche, pratiquer les arts martiaux et allumer un feu avec des silex. Le mien ne sait pas encore compter, mais à cause de vous, dans ce film, me voilà en train de réfléchir à sa place dans le monde. C'est pas rien en sortant d'une salle de ciné. Alors merci pour cette transmission positive et intelligente, à l'instar de ces films rares qui interrogent autant qu'ils divertissent, qui touchent et qui font rire, du grand cinéma. C'est peut-être dans ce jardin que tout a commencé. Ce jardin qui abritait une maison où je suis né.
J'y ai filmé Philippe Noiret, qui recherchait son passé, comme moi maintenant. Et aussi mon père, pour qu'il me parle de ses années de guerre. La démarche de l'extra-interview est de révéler les liens secrets qu'une personnalité entretient avec le cinéma et la série. Exercice périlleux avec Bertrand Tavernier. Plus prompt à nous parler des autres, cet homme discret quand il s'agit de lui ose pourtant dire « je » à l'occasion de la sortie d'un magnifique documentaire. L'opportunité était trop belle pour en savoir un peu plus sur cet homme pudique qui passa une partie de son enfance en sanatorium et qui fut toute sa vie guidé par l'élan de ses passions. Vous partagez beaucoup de choses avec votre ami Martin Scorsese. Et une en particulier, c'est la maladie qui vous a fait découvrir le cinéma. Oui. Est-ce que vous diriez que le cinéma, c'est devenu votre pharmacie? Oui, bien sûr. Le cinéma, c'est ce qui m'a remis, presque on peut dire, les pieds sur terre, qui m'a permis de survivre dans des périodes de difficultés de santé, de difficultés de récupération. Je peux dire que le cinéma m'a amené une force, un imaginaire, et aussi, ça a été d'une certaine manière, ça a été un lieu où non seulement j'ai éprouvé des émotions formidables, mais j'ai appris beaucoup de choses. Le cinéma a été d'abord, peut-être avant d'être un objet de connaissance de soi, était un objet de connaissance des autres mondes. Je découvre tout d'un coup ce que c'est que l'univers peut-être du Front populaire à travers le crime de Monsieur Lange ou à travers La Belle Équipe. Je découvre le New Deal à travers Les Raisins de la colère. Après, je lis beaucoup de livres. Je découvre à travers les westerns toute l'histoire de la conquête de l'Ouest, du massacre des Indiens, du génocide des Indiens. C'est les films qui m'ont entraîné vers des pans entiers de l'histoire du monde. Et puis aussi de découvrir des pays étrangers, de découvrir des civilisations, des époques, avec Vienne à l'époque de Max Ophuls. Donc le cinéma, ça a été ça. Et petit à petit, en découvrant les autres, je me découvrais aussi moi-même. Je découvrais mes propres émotions, mes goûts, ce qui m'attirait. Et très tôt, à l'âge de 13 ans, je décide que je serai metteur en scène. Vous qui êtes un être lumineux, Bertrand Tavernier, est-ce que... Si, quand on vous fréquente, on s'en rend compte, vous irradiez. Est-ce qu'il y a des films qui vous rendent triste? Oui, il y a des films qui me rendent triste, et c'est bien d'éprouver une certaine tristesse. Il y a des admirables films mélancoliques. Mais il y a des films qui me rendent triste quand tout d'un coup, je vois quelqu'un passer à côté d'un sujet, ou le gâcher. Oui, ça me rend triste. Je ne me réjouis pas des échecs des gens. Bertrand, un jour, je me suis glissé à une dédicace de ce magnifique livre que tout le monde devrait avoir chez lui. Oui. Et vous avez eu la gentillesse de m'écrire « Découvrez les films, aimez-les, cela vous donnera de l'espoir ». Oui. Aujourd'hui, voir des films, ça vous donne quel espoir? Voir des films, ça me donne spécialement de l'espoir quand je vois ce qui nous menace. Quand on est menacé par plusieurs dictatures qui sont très dangereuses, tous les fondamentalismes les plus divers et les plus pernicieux, les plus dangereux. Et là-dessus, la culture représente une arme. François Truffaut nous l'a suffisamment répété, la vie est facile au cinéma. On trouve toujours une place pour se garer, le seau à glace est toujours rempli de glaçons. Quel est le mensonge qui vous agace au cinéma? Non, il y en a plein, les gens qui partent sans payer, dans le cinéma français, des gens qui habitent des appartements qui sont beaucoup trop riches et trop chers par rapport au métier qu'ils exercent. Ouais. C'est toutes des choses contre lesquelles moi j'essaie de me battre. Des cinéastes qui croient que le cinéma peut faire bouger un peu les choses, qui croient, comme me le disait Renoir, qu'il faut faire un film en se disant on va arriver à faire changer le cours de l'histoire, et en même temps, il faut avoir l'humilité de penser que si on touche 2 personnes, on aura réussi quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes père de 2 enfants, Bertrand Tavernier. Oui. Quel film qui n'est pas de vous, vous seriez fier que vos enfants gardent en guise d'héritage?
il y en a beaucoup. Je sais que l'un des films qui nous unissait à une certaine époque, c'était La Partie de Black Edwards, où on adorait le voir ensemble et rire comme des fous ensemble. Une question sur le désir, parce que le désir et le cinéma, ça va bien ensemble. Oui. Souvent, le cinéma nous met en relation avec le désir d'un personnage. Alors, Bertrand Tavernier, un peu intime, est-ce que vous ameniez des jeunes filles pour les embrasser et vous choisissiez le film en fonction d'eux, un film français, pour créer un climat? Oui, ça m'est arrivé d'aller au cinéma pour flirter, mais je ne sais pas si on choisissait à la salle plutôt que le film. Parce qu'il y avait des salles où c'était plus facile que d'autres. On était quand même assez malins de ce côté-là. C'était quoi les salles qui étaient propices alors? Il y en avait une qui était très facile, qui était après c'est devenu une boîte de nuit, c'était le Palace, parce qu'il y avait des loges. Donc on était coupés, donc on était un peu... on pouvait ne pas être complètement vu de la salle. C'était très bien ça. Quand je dis que vous êtes un passeur, Bertrand Tavernier, on redécouvre encore une fois avec ce documentaire. Et puis vous êtes aussi un homme qui est animé de l'écriture. Je voudrais qu'on termine avec ce livre de votre ami Pierre Rissian, dont vous signez la préface. Et vous avez la grande intelligence de nous rappeler ce mot de Michael Powell qu'il voulait qu'on inscrive sur sa tombe « profession amateur, hobby, cinéaste ». Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on inscrive sur votre tombe? C'est un jeu auquel je joue de temps en temps, j'essaie de jouer, mais j'y renonce assez vite. Peut-être parce que j'ai pas encore envie de... Je me sens pas complètement prêt à mourir. Et puis parce que d'autres ont trouvé des phrases qui sont tellement belles que moi, j'ai pas d'idée. Michael Powell aussi voulait mettre... ici, Michael Powell, cinéaste et optimiste. Et je trouve ça formidable. Ça vous irait très bien. Ou alors André de Tos qui disait, je crois qu'il l'avait mis sur sa tombe, ne faites pas attention, amusez-vous, je l'ai fait. Tant que la question reste sans réponse, et c'est tant mieux, célébrons ce géant à la fois conteur, passionné contagieux, ambassadeur combattant de la cinéphilie, et à jamais un feu incandescent dans nos nuits d'hiver. Dans quelques instants, le Screen Parfait ouvre ses portes à une réalisatrice française qui n'a pas peur de s'emparer de sujets de société parfois brûlants. Marie Castille, mention char. Vous aviez peut-être vu Les Héritiers, la rencontre entre une classe de seconde en difficulté et la mémoire de la Shoah. Eh bien, dans son nouveau film, Le ciel attendra, elle décrit la radicalisation de 2 jeunes filles. Une œuvre édifiante qui valait vraiment une leçon de mise en scène. Mais avant cela, Madame Esseri nous dit tout sur le retour de Sarah Jessica Parker à la télévision, 12 ans après la fin de Sex and the City. La voici en plein divorce. Cette semaine, Madame Esseri est en joie car elle retrouve sa vieille copine, Sarah Jessica Parker. Oui, cette même Sarah Jessica Parker qui fut une amie virtuelle pendant des années de confessions et d'achats compulsifs dans Sex and the City, qui nous donnait envie de trinquer avec notre télé et de tout envoyer balader. Aujourd'hui, l'actrice revient dans Divorce, dramédie à la fois joyeuse et tragique qui porte bien son nom. I want a divorce. Are you drunk? There's a knock at your door. You don't even recognize a stranger. I want to save my life while I still care about it. I had been developing the show for about 4 years and was simply interested in the portrait of a marriage. You know, I certainly read a lot of novels and great literature that told that story, and I, realized that I hadn't seen it illustrated on television or in cinema in a really long time, in the way that I was curious about. I really wanted to see, the sort of surgical dismemberment of a marriage from the inside. I wasn't developing it from me. It's part of our little company, and that's what we do, and we have a deal at HBO. And eventually, it became clear that they were thinking that I was going to play this part, which hadn't occurred to me in this process at all, for real. Then we met Sharon. La Sharon dont parle Sarah Jessica Parker, c'est Sharon Horgan, co-auteure de Divorce, mais également créatrice de la comédie anglaise merveilleusement déjantée Catastrophe,
diffusée depuis l'an dernier sur Channel 4. Hey, so great to hear from you. I'm pregnant. I don't understand. You know, we had sex about 25 times in a week and you wore a condom maybe twice. Why did you let me do that? And it only says Rob because I don't know your surname. It's Norris. Mine's Morris. Morris and Norris. Well, at least that's ridiculous. She had this beautiful voice, and it was exactly what I wanted tone-wise, and then we were sort of off to the races. I want to get to a place where you can trust me. What would it take for us to get to that place? Time machine. It's not helpful. It's not helpful. It's the portrait of a marriage and the attempted divorce. She's been married for about 17 years, and she finds herself at a dinner party and sees a sort of unexpected and rather monumental thing happen, and it simply allows her to reveal to her husband that she's weary in the marriage, and after having tried to salvage it for many years and remain committed to it, she feels she no longer can. You are gonna get cock-fucked on this, Robert. I am worried about you. Hello? This is Robert's new lawyer. Let's get this party started. I'm gonna make you miserable. She expresses it in a couple of ways, and I think they're very meaningful. She says, I want to save my life while I still care about it, which is very sad. And something even, I think, more profound than things people who are feeling too long in a relationship. She says that she's happy often, and she comes home and she sees his car in the driveway and her heart sinks. And I think that really speaks to a sort of inertia that one probably shouldn't live with, even for the sake of the children. There's funny, brilliantly skilled, funny actors, Thomas Hayden Church, and he's amazing. He was my first choice, and I was thrilled that he said yes, and he's just fantastic. I mean, the only problem is that, you know, we're getting divorced, and I would like for us to not be divorced. I would like to spend as much time on camera with him as possible. I think Sarah Jessica and I just really enjoy being with each other. And I think that whether it is a hammering confrontation, or it's some sort of like, you know, backbiting confrontation, or it is a moment of sort of genuine appreciation for one another as Robert and Frances, I think there's always an undercurrent of we enjoy being together. Okay. I love her. Well, I packed your essentials for you. You packed a mini suitcase and a grocery bag full of bras. You're welcome. Pour Sarah Jessica Parker, qui officie cette fois comme actrice principale, mais aussi comme productrice, les challenges se sont accumulés. I think just figuring out the first season of a show is challenging because it's new people and developing new language and teaching each other our language. And, you know, I worked with Michael Patrick for so long, so we just understood each other. But to sort out with Paul and Sharon and the writers, you know, when I say blue and you say blue, is it the same blue? Or tone-wise, what are we all wanting and looking for? And listening to each other and recognizing the good idea. That's all wonderfully challenging, but it's what I love about producing, is I love those conversations. Nope. You don't. I need my space. It was scary. I mean, I was nervous. You know, you don't know somebody really well. You don't know a part. You can rehearse, but that's what's hard about a pilot, is so much needs to be accomplished so quickly, and you don't know somebody yet. And so trying to get to the deepest place when you're still just here is scary. But it's required of you, and you have to sort it out pretty quickly. Who takes him to school? I do. Who takes him to the pediatrician? I do. Who's the tooth fairy? Me. Who writes the notes? Me. He doesn't even know the tooth fairy's names. There's more than one? Lila has Beatrice, Tom has Bella, and they're sisters. They're from Toothsylvania. Let's turn it into an acid trip. Le guide du divorce version Sarah Jessica Parker, c'est à partir du 10 octobre, le lundi à 22h50 sur City. When did it start to go off the tracks, in your mind? Well, perhaps when you grew the mustache? Mais arrête, ça
va bien, regarde. Le ciel attendra est un film qui entre par effraction dans notre réalité. Bien plus qu'une histoire, le cinéma aborde ici un sujet de société, l'embrigadement et la radicalisation des adolescents. Vous avez des enfants? Ce n'est pas le problème. C'est un peu quand même. Un film sur la fragilité de cet âge où l'on est déchiré entre l'exaltation et la dépression, derrière la dissimulation de cette jeunesse désillusionnée et le cauchemar de leurs parents impuissants. La réalisatrice-productrice Marie Caffi-Mention-Char signe pour son 4e long métrage un plaidoyer humain pour tenter de comprendre l'histoire en train de se faire, celle de ces enfants qui ont perdu l'estime d'eux-mêmes. J'avais comme une force en moi qui me poussait, qui me disait « c'est ça qu'il faut faire, si tu fais ça tout bien, tout ira bien ». Une réalisatrice qui, malgré la gravité du sujet, sait encore garder les pieds sur terre. Marie Castille-Mention-Char. C'est bien. C'est une interview sensuelle. Vous êtes pieds nus, donc ça va. Ça va, je peux tout me permettre. Nous sommes là pour parler de votre mise en scène. Alors avant d'en parler, je vous propose un petit exercice. J'aimerais vous voir au travail. Comment vous pourriez mettre en scène notre interview? Ça me semble très bien ce que vous avez fait. Ah, moi, j'ai rien fait, justement. Dites-moi, où est-ce qu'on s'assied? Moi, j'aime l'improvisation, vous savez. Alors, allons-y, improvisons. Je sais pas, on va s'asseoir l'un à côté de l'autre. Voilà, nos pieds vont se toucher. C'est extra. Et là, tout commence. Vous allez comment? Moi, j'essaye d'apprendre à vivre sans raisonnement, sans rationnel. Marie Castille, avant d'être réalisatrice, vous êtes productrice d'une quinzaine de longs métrages. Qu'est-ce que votre expérience de productrice vous a appris sur le métier de réalisateur qui vous servent pour votre mise en scène? Ça m'a appris une certaine rigueur, ça c'est sûr. C'est vrai que j'ai toujours tendance à m'auto-censurer, déjà à l'écriture. Parce que je sais que ça ne sert à rien d'écrire une scène où financièrement qui va m'entraîner vers un coup qui sera inutile ou je ne pourrai pas couvrir. Mais je vais être très franche avec vous, je n'ai aucune définition de la mise en scène. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que je fais sur un tournage. Je fais beaucoup de choses à l'instinct, en fait. Moi, c'est ça qui guide ma mise en scène. C'est-à-dire que je suis totalement paralysée par l'idée qu'il... Alors, parfois, je découpe, hein, mais c'est un découpage extrêmement instinctif sur, encore une fois, le sens de la séquence telle que je veux la faire. Vous êtes persuadé que vous savez tout ce qui se passe dans la tête de votre gamin? Parce que vous lui avez assez rabâché qu'il fallait pas parler aux inconnus, encore moins monter dans la voiture d'un étranger, que si par hasard quelqu'un de louche venait lui parler pour lui demander d'aller se faire éclater la gueule à 4000 km d'ici, il viendrait le dire à son papa et sa maman. On sait rien du tout, monsieur. Chaque histoire, en fait, va avec une technique ou avec une manière de filmer. C'est vrai qu'il y a des films, sur ma première fois, il y avait beaucoup de travelling. Sur Les Héritiers et Le ciel attendra, il n'y en a quasiment aucun. D'abord parce que j'ai une caméra, alors c'est pas à l'épaule, parce que elle a un harnais spécial. Les irrigues. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on est très dans quelque chose de la mobilité? Oui, énormément. Et puis que j'ai toujours, sur Les Héritiers, j'avais 3 caméras minimum tout le temps, voire 4. Et sur Le ciel attendra, j'en avais 2 en permanence. Parce que je répète très peu, moi. J'aime beaucoup l'improvisation. Donc quand on commence à... D'ailleurs, souvent, je filme mes répétitions parce qu'il sort toujours des choses que j'adore. C'est vrai que je vais de plus en plus vers ça, par rapport à un découpage plus classique. J'adore avoir 2 caméras tout le temps parce que j'aime l'instantanéité des choses et de ne pas recréer, de pas... Garder la fraîcheur. Exactement. D'avoir quelque chose de très spontané et que, du coup, j'ai 2 valeurs de cadre instantanément. Madame, il y a 2 mois, votre fille était prête à partir en Syrie et par une chance inouïe, vous êtes arrivée à la récupérer de justesse. Quand on l'a arrêtée il y a 4 jours, elle était en contact avec un réseau islamiste qui s'apprêtait à commettre un attentat sur le sol français.
Dans cet extrait, qu'est-ce que vous privilégiez dans vos cadres? D'abord, j'avais envie d'être principalement sur le personnage de Sonia. D'ailleurs, je l'ai montée de plusieurs manières, cette scène-là. Je l'ai montée à un moment donné, Ariane était seulement en off. Parce que pour moi, je voulais avoir ce rapport des parents et de Sonia, mais surtout l'écoute de Sonia, c'est-à-dire la non-écoute. Parce qu'elle est dans un moment de au moment où elle vient de se faire choper, elle est dans ce moment où de toute manière elle n'écoute rien, elle est encore dans son envoûtement. Donc tout passait par ça en fait, tout le reste on va dire des plans, du découpage, des réactions de ma direction d'acteur, tout passait par ce prisme-là. Absolument aucun accès à Internet ni au téléphone. Et elle devrait être accompagnée par l'un de vous ou par son éducateur si elle sort de la maison. Vous imaginez bien ce que ça représente pour vous, pour votre mari et pour votre autre enfant? Ce qui est important dans la mise en scène, c'est pas tant ce qu'on dit ou ce qu'on montre, que comment on le dit et comment on le montre. Je pense à un moment à cette jeune fille qui marche sur une poutre. Elle est dans le déséquilibre, elle est dans cet entre-deux. C'est un film qui est sur l'entre-deux. Tout ça, faut le préparer un peu, Marie-Castille. C'est ça le vrai discours du film, non? Oui, mais moi, c'est pas ce que j'appelle la mise en scène. Ah bon? Ben non, j'appelle l'écriture, en fait. Donc c'est vrai que... Ça, et si la mise en scène, c'était de l'écriture? Oui, ben, non, mais c'est pour ça que je ne sais pas exactement. Je suis toujours très intimidée par rapport à ce terme de mise en scène. Mais c'est vrai qu'être en équilibre, voilà, penché, tangué, qui pour moi représente effectivement cette période de l'adolescence, c'était dans le scénario. Et par contre, j'ai repris une image du personnage de Mélanie au début du film, où elle est, et c'est une image un peu floue, parce que j'ai joué beaucoup sur les flous, en fait, dans le film. D'ailleurs, un de mes plans préférés, c'est on passe du flou au net quand elle regarde dehors, ce qui pour moi aussi est une métaphore par rapport à ce qu'elle aille vers la lumière, vers une clarté. Il y a une image de Mélanie qui marche sur un morceau de trottoir. Voilà, partout où j'étais, j'avais cette image de tanguay. On termine avec cette question rituelle en guise d'épitaphe. Pourquoi filmez-vous, Marie-Castille? Pour m'exprimer, pour partager. Voilà. Ciné-série et compagnie, c'est presque fini. Mais un petit conseil pour animer vos soirées, ce livre Scénario et réalisation mode d'emploi, croyez-le ou non, c'est la première fois qu'un essai réunit ces deux étapes pourtant essentielles de la création d'un film ou d'une série. Ça n'est jamais dogmatique, c'est plein d'exemples concrets et au final, c'est une véritable déclaration d'amour à tous les corps de métier du 7e art. D'ailleurs, si vous êtes à Lyon ce week-end et jusqu'au 16 octobre, ne manquez pas le rendez-vous des amoureux du cinéma, le festival Lumière. Pour découvrir ou redécouvrir les grands classiques, assistez au masterclass de Gong Li, Gaspard Noé ou Park Chan-wook et célébrez Catherine Deneuve, prix Lumière 2016. Sur ce, on vous souhaite de très belles séances sur vos écrans et on se retrouve très bientôt. Salut!